L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. La parole est à Madame Anaïs Lemeur, rapporteure de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers co-rapporteurs Iñaki Etchaniz, chers collègues, enfin que le chemin fut long, semé d'embûches, un calendrier trop chargé, un amendement validé par erreur, de multiples rapports, de multiples reports, une dissolution une semaine avant l'examen final et des notes blanches qui tombent juste en amont du vote définitif. Tout cela n'a pas mis à mal notre détermination et ce texte arrive enfin à son terme. Le chemin fut long, mais aussi il fut beau. De la Sente empruntée aux côtés du député Vincent Rolland aux routes parcourues avec le député Iñaki Etchaniz, 2 années ont été nécessaires pour nous retrouver aujourd'hui, ici, dans cette Assemblée. 2 années à glaner des informations, à parcourir les villes et les villages, à rencontrer les élus, les collectifs citoyens, les professionnels de l'immobilier, de l'hôtellerie. 2 années qui ont enrichi ce texte, qui nous a aussi enrichis. Le travail fut immense. J'aimerais pouvoir vous décrire mes premières rencontres avec Marie Nedelec, adjointe à La Rochelle, qui voyait en ce texte un espoir. Nos échanges avec notre ancien collègue Gilles Lurton, maire de Saint-Malo, qui, avec la fougue des pirates de sa cité, met tout en œuvre, expérimente, quitte à se retrouver face aux tribunaux. L'engagement de Jean-René Etchegaray, qui nous a relaté les problématiques basques, et la volonté du président Marc Angeli pour préserver son territoire corse aux saveurs de clémentine. De Milizac à Metz, de Paris à Saint-Denis de la Réunion, de Biarritz à Annecy, nous sommes allés à votre rencontre. Je remercie également tous ces élus qui sont venus ici à l'Assemblée il y a 1 an pour une réunion de travail exceptionnelle, tous ceux qui nous ont transmis des notes, qui nous ont appelés, qui ont organisé des visios. Nous avons fait cette loi pour vous, avec vous. Ce texte vous permettra d'agir afin de réguler la location saisonnière, phénomène grandissant qui modifie nos villes et villages. Que restera-t-il des services publics, des écoles, des associations, mais aussi du vivre ensemble, de l'identité territoriale, si demain nous n'agissons pas? Avoir un toit à l'année dans un contexte de crise est une priorité pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises qui peinent à recruter faute de logement. La location de courte durée capte des biens qui avaient vocation à loger les salariés, les étudiants, les familles. Elle n'est pas la seule solution pour expliquer la crise du logement. Nous en sommes conscients, cette crise est multifactorielle. Redonner la fonction première du logement est notre seul leitmotiv. Nous savons qu'il nous faudra construire, rénover, surélever et également conquérir des friches. Mais cela prend du temps, alors que nous avons là des logements existants qui, potentiellement, pourront revenir à la location de longue durée. Les propriétaires ont choisi de louer à la semaine ou à la nuit pour éviter les impayés, pour pouvoir disposer de leurs biens, pour plus de rentabilité et pour échapper aux obligations du DPE. Nous le savons, un statut du bailleur devrait les rassurer pour confier à nouveau leurs biens à la location de longue durée. Nous vous proposons ici une loi qui offre une boîte à outils aux maires, à tous les maires, car seuls, avant notre texte, les communes de plus de 200 000 habitants en zone tendue pouvaient agir. Ils pourront désormais, partout en France, mettre en œuvre le changement d'usage, faire appliquer des quotas, soumettre les biens au DPE, décider de zones dédiées à la résidence principale dans leur plan local d'urbanisme. Nous ne voulons pas attendre que les territoires soient tendus pour agir, le préventif plutôt que le curatif. Nous avons également voulu que la fiscalité soit plus juste, en réduisant les avantages offerts à la location de courte durée. Je remercie l'investissement des sénateurs qui ont voté à l'unanimité cette loi. La commission mixte paritaire a permis d'adapter et enrichir le texte. Mon seul regret, qu'ils soient encore plus favorables fiscalement de louer un logement de tourisme. Le PLF permettra, je l'espère, que l'impôt ne distingue plus un bien selon son usage, ou s'il le fait, que cela soit au bénéfice du logement de longue durée. Un dernier mot pour mon co-rapporteur, Iñaki. Nous portons tous deux un prénom et un nom régional, ce qui signe un attachement à nos territoires. Quand le Pays basque, le Béarn, s'allie à la Bretagne, nous sommes forts pour lutter contre vents et marées.
Certains définissent notre combat comme celui de David face à Goliath. Notre force fut d'être accompagnés et soutenus partout en France. Nous avons su dépasser nos différends politiques au profit de l'intérêt général. C'est ce que nous demandent nos concitoyens. Je souhaite que ce texte transpartisan soit voté et porté partout sur vos territoires. Cela constitue une étape et non pas une fin. Il nous faudra faire preuve d'attention et faire confiance aux élus locaux pour l'adapter si besoin. Alors, toutes et tous, partout en France, je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Iñaki Etchaniz, rapporteur de la commission mixte paritaire. Pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, nous y sommes. Après 2 ans de travail, un examen en première lecture déprogrammé en dernière minute, une obstruction, une dissolution et 4 ministres du logement successifs, nous allons enfin pouvoir définitivement voter notre texte sur la régulation des meublés de tourisme. Nous avons tenu bon face au vent contraire, car ce texte, nous le devions à toutes celles et ceux qui se mobilisent depuis des années en faveur de l'habitat permanent. Je parle ici des nombreux élus locaux de divers territoires et appartenances politiques, comme Jacques Baudrier et Barbara Gomez, élus communistes de Paris, Gilles Lurton, maire Les Républicains de Saint-Malo, Éric Fournier, maire centriste de Chamonix, Alexandre Mulatier-Grachier, premier adjoint de la ville d'Annecy, les élus socialistes, bien sûr, Marine Nedelec de La Rochelle, Pierre Frousteil de Vieux-Boucau ou Anthony Crémeyer et Patrick Amico de Marseille. Mais bien sûr aussi les maires Renaissance, LR, Albert Salé de l'agglomération Pays Basque, comme Jean-René Etchegaray, Maïder Arostegui, Alain Iriart et Philippe Aramendi. Et enfin ceux des vallées béarnaises, notamment Henri Bellegarde et Dany Barrault, pour ne citer qu'eux. Je pense aussi aux nombreux mouvements citoyens et associatifs qui ont beaucoup nourri notre travail. ALDA, la plateforme Airbnb Se loger au pays, la FAP ou encore le collectif national pour l'habitat permanent. En pleine crise du logement, et face à l'augmentation explosive du nombre de meublés de tourisme, passé de 300 000 à 1,2 million en 8 ans, ce texte était nécessaire. Non pas pour interdire, mais pour réguler, pour mener une politique préventive plutôt que curative. Car si l'économie touristique est précieuse, elle ne peut se faire et se développer excessivement au détriment de la vie des quartiers, des services publics, des commerces de proximité. Elle ne peut se développer excessivement contre le logement des travailleurs, des étudiants, des familles, des personnes âgées, de toutes celles et ceux qui donnent une âme à ces lieux et en construisent l'histoire. Alors, ce texte à lui seul ne résoudra pas la crise, mais il permettra de réelles avancées pour en atténuer les effets. En premier lieu, il donnera à tous les élus locaux, car ce sujet ne frappe pas uniquement les zones touristiques, la possibilité de mettre en place une régulation adaptée sans risque juridique. Désormais, les communes pourront solidement établir des autorisations préalables à la location touristique, des quotas de meublés de tourisme, le principe de compensation des locations et des zonages réservés à la résidence principale. Ce texte visera aussi à uniformiser les règles de décence énergétique pour éviter une fuite des locations longues vers la location courte durée. Il permettra également de répondre à un enjeu de justice fiscale. Comment justifier aujourd'hui qu'un propriétaire de meublés de tourisme gagne plus et paye moins d'impôts qu'un propriétaire qui loue à l'année? Je regrette que nous n'ayons pas pu aller plus loin à la fois sur le régime Migros-BIC, mais aussi sur le régime réel, qu'il faudra impérativement réformer tout en protégeant mieux et plus les gîtes ruraux et les maisons d'hôtes. Nous aurions pu avancer plus vite, mais ce texte demeure tout de même une belle victoire, une victoire collective. Je tenais ici à remercier l'ensemble des députés, sur tous les bancs, ou presque, qui nous ont accompagnés. François Picmal, William Martinet, Élise Leboucher, Julien Bayou, Daniel Simonet, Stéphane Peu, Stéphane Delautrette, Christophe Plassard, Jean-Luc Bourgeot, Vincent Rolland, Paul Molac, Jean-Félix Aquavive et bien d'autres. Une fois n'est pas coutume, je me dois aussi de remercier Guillaume Kasbarian, qui a su mettre de côté son costume de Margaret Thatcher qui lui va si bien pour soutenir ce texte. Merci à mon président de groupe Boris Vallaud pour sa confiance, au groupe socialiste pour sa patience, aux sénateurs de gauche
Et bien sûr, merci à ma chère Anna Higlemer. Pour autant, le combat pour le logement digne et durable n'est pas terminé. En ces temps de crise, il nous faut rapidement inciter à la location nue de longue durée par une baisse d'imposition pour les propriétaires bailleurs. Un amendement a été récemment voté lors du PLF. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour qu'il soit conservé. Il est aussi essentiel de retrouver la confiance entre bailleurs et locataires, avec l'extension de la garantie Visale pour atteindre à terme une garantie universelle des loyers. L'État doit en même temps assurer une protection accrue des locataires subissant des pratiques illégales ou frauduleuses, en particulier les baux et les congés illégaux. Je n'oublie pas nos bailleurs sociaux affaiblis, pour qui il faut renforcer le soutien financier comme pour le logement étudiant, favoriser l'accession à la propriété en luttant contre la spéculation et avec le prêt à taux zéro. Et enfin, et j'ose dire surtout, investissons dans la rénovation énergétique des foyers, un grand défi écologique de la décennie à venir. Mon collègue Stéphane Delautrette présentera un texte dans les semaines à venir. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je mesure l'honneur qui m'a été donné de porter cette loi qui me tenait tant à cœur. La façon dont nous avons pu la co-construire est une grande satisfaction. Ce texte ouvre, je l'espère, la voie à de nombreuses avancées pour le logement, ce sujet au cœur de la vie des Françaises et des Français, trop longtemps en périphérie des actions du gouvernement. Je crois, mes chers collègues, qu'il est temps d'une grande loi logement pour répondre à l'aspiration des Françaises et des Français de se loger dignement et durablement. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à Madame Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Bonjour, Monsieur le Président. On peut le lever. Ouais. C'est loin. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame, Monsieur le rapporteur, chère Anna Higlemer, cher Iñaki Echaniz, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes réunis ce matin pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif. Travail de près de 2 ans, comme vous venez de le rappeler tous les deux, initié par vous-même et qui montre aussi à quel point, quand on a des convictions chevillées au corps et qu'on porte un enjeu d'intérêt général, eh bien, on sait réunir, on sait rassembler sur tous les bancs et œuvrer dans l'intérêt général. Et c'est tout ce qu'on souhaite à un parlementaire, de faire œuvre utile et concrète au bénéfice de nos concitoyens. Et je tiens vraiment à saluer ces convictions communes qui vous ont porté. C'est un travail de longue haleine qui a connu de nombreux rebondissements tout au long de ces derniers mois. C'est un travail désormais abouti et je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui le soutenir au nom du gouvernement. C'est d'ailleurs un très bel exemple de la capacité qu'a le logement de réunir des consensus transpartisans et j'espère que cela sera encore le cas sur de nombreux textes, comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer devant la Commission des Affaires économiques hier. Le phénomène d'éviction du logement locatif longue durée au profit de la location meublée touristique est une réalité dans de nombreuses communes. Cela impacte les étudiants, les agents publics, tous ceux qui ont besoin de se loger et qui ne parviennent plus à accéder à un logement. Plusieurs missions, vous l'avez rappelé, dont celle de l'Inspection générale des finances en 2022 et la vôtre, Madame la rapporteure, et Vincent Rolland, en 2023, ont mis le doigt sur les difficultés profondes suscitées par la multiplication des meublés de tourisme. Cette multiplication a été tirée par plusieurs avantages concurrentiels, fiscaux ou normatifs, construits au fur et à mesure, de manière d'ailleurs souvent fortuite. Il en va notamment des obligations de rénovation énergétique qui pèsent encore pour le moment sur les logements dans le secteur locatif, mais qui ne concernent pas les meublés de tourisme. Face à cette situation, il fallait rétablir de l'équité. Je souhaite aussi saluer le travail du Sénat, comme vous venez de le faire, Madame la rapporteure, le travail des rapporteurs Sylviane Noël et Jean-François Husson et la consultation menée auprès des élus locaux. Ce texte est aussi exemplaire dans l'apport qu'ont pu avoir chacune des deux assemblées. Je ne détaillerai pas l'intégralité du texte, bien sûr, désormais bien connu de tous,
Mais je voudrais simplement insister sur quelques mesures qui me semblent de nature à inverser vraiment la tendance dans tous les territoires qui ont besoin de rétablir un équilibre et d'offrir des logements de longue durée à leurs habitants. Un travail collectif très fourni a été fait sur les normes de décence énergétique. Nous aurons très prochainement l'occasion, dans cette Assemblée, de débattre du calendrier de la rénovation énergétique, mais au préalable, il fallait assurer l'équité des meublés touristiques et des logements de longue durée devant la loi pour éviter tout phénomène de fuite. C'est désormais une réalité, avec un équilibre que je salue, même si j'ai bien compris qu'il fallait continuer le chemin. Avec cette loi, chaque meublé devra désormais être enregistré auprès de la mairie. Un numéro unique lui sera attribué par un téléservice que le gouvernement mettra en place très rapidement, conformément d'ailleurs à des obligations européennes qui, en la matière, ont été utiles et précurseurs. S'agissant des sanctions, les amendes seront renforcées pour les loueurs se livrant à des fausses déclarations sous le numéro d'enregistrement des locations saisonnières. Une amende civile spécifique est par ailleurs prévue pour les plateformes ne se conformant pas à l'injonction du maire de retirer les annonces dont les numéros de déclaration ont été suspendus. En plus de cette connaissance, les communes disposeront de nouveaux outils pour réguler le parc des meublés touristiques. Les maires auront la possibilité d'abaisser le nombre maximal de jours de location touristique dans une résidence principale de 120 jours à 90 jours par an, comme votre Chambre l'avait voté. Cela impactera très peu les Français qui font de la location meublée occasionnelle pour soutenir leur pouvoir d'achat, et cela ne devrait pas changer le nombre de résidences principales, mais c'est un signal fort important de confiance à l'égard des élus. Ils pourront également mettre en place des quotas de location saisonnière dans leur commune, ou encore créer des zones réservées uniquement aux résidences principales dans les communes situées en zone tendue ou possédant plus de 20% de résidences secondaires. Le texte clarifie également la charge de la preuve en matière de changement d'usage, et je sais que ce sujet était bloquant pour beaucoup de collectivités, en particulier la ville de Paris. Le texte agit aussi au niveau des copropriétés, à la suite de la mobilisation de Mme Gatel au Sénat, avec un compromis intéressant que vous avez accepté. Enfin, la proposition de loi s'attache à traiter de la question de la fiscalité des meublés touristiques. L'avantage fiscal dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme apparaît excessif au regard de ceux dont jouissent les propriétaires de logements en location, et cela sans justification particulière au regard des charges induites dans la gestion des biens. C'est désormais un travail large sur la fiscalité, sur la rentabilité et sur la sécurité de l'activité de location résidentielle que nous devons mener. Mesdames et messieurs les députés, cette proposition de loi renforcera nettement les instruments à la main des collectivités pour réguler et maîtriser un phénomène qui menace la pérennité de l'offre de logement dans nos territoires tendus. Le gouvernement la soutient pleinement et, comme vous l'avez rappelé chacun et chacune, dans le cadre d'une ambition de relancer la politique du logement et d'ouvrir la possibilité à nos concitoyens de retrouver un logement locatif, cette initiative est une pierre essentielle, évidente et nécessaire à une ambition plus large qu'il nous faut porter ensemble. Je vous remercie et bravo encore pour votre travail. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Aurélie Trouvé, vice-présidente de la Commission mixte paritaire. 5 minutes. Bien, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs et chers collègues, pour une grande majorité des membres de la Commission Affaires économiques, je crois pouvoir dire que cette proposition de loi pour renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme marque un aboutissement très positif. Et je remercie ici nos collègues Iñaki Etxaniz et Anaïg Lemeur des efforts de longue durée qu'ils ont déployés pour faire aboutir ce texte. Évidemment, ça a été dit, cette proposition de loi ne réglera pas toute la profonde crise du logement que nous traversons et nous pensons à ces Français bien trop nombreux qui n'arrivent plus à se loger, les 300 000 personnes à la rue dans notre pays, les 4 millions de personnes mal logées.
Mais oui, cette proposition de loi est fort utile face à la crise du logement. Trop de nos concitoyens, je pense aux départements littoraux, aux centres historiques, dans bien d'autres lieux, n'arrivent plus à se loger quand l'essentiel des logements vides une partie de l'année nourrit les bénéfices de Airbnb et d'autres. Oui, la transformation anarchique et incontrôlée des logements loués pour une très courte durée en meublés de tourisme doit cesser. Et dire cela ne remet nullement en question le développement du tourisme dans nos territoires qui le souhaitent ou dont l'économie en dépend. Proposition de loi fort utile parce qu'elle va renforcer les pouvoirs des élus locaux pour encadrer ces meublés de tourisme. La procédure d'enregistrement généralisée permettra aux élus locaux de disposer des informations nécessaires de la part des loueurs des plateformes sur leur territoire. Les maires pourront plafonner, cela a été dit par Madame la Ministre, à 90 jours le nombre annuel de ces nuitées autorisées dans une résidence principale. Et on peut se dire que c'est largement suffisant quand il s'agit juste pour les propriétaires occupants de se ménager un complément de revenus. Dans des quartiers en tension, les maires pourront définir des quotas de meublés de tourisme de courte durée ou encore dédier la construction de nouveaux logements à la résidence principale. Cette proposition de loi était attendue des habitants qui souffrent des nuisances liées aux locations de très courte durée. Une assemblée générale de copropriétaires pourra décider, à la majorité des 2/3, d'interdire la location de meublés de tourisme dans l'immeuble. Je dois dire aussi qu'il a fallu faire des compromis pour permettre à cette CMP d'aboutir. Je partage les alertes des rapporteurs sur 2 points. Premier point, les meublés de tourisme de très courte durée qui pouvaient s'exonérer des obligations de rénovation thermique doivent désormais s'y conformer. Et ça, c'est un premier pas très positif grâce à cette proposition de loi. Mais ils pourront encore avoir 10 ans pour ne plus être classés F ou G. Et ça me semble encore excessif puisque ce délai est beaucoup plus court pour les locations nues longue durée. Deuxième point, la fiscalité très avantageuse dont bénéficiaient les meublés de tourisme a été revue là aussi grâce à cette proposition de loi, et tant mieux. Mais il reste encore un écart important qui persiste avec les locations nues longue durée. Les contribuables, par exemple, qui louent un logement à une famille à l'année bénéficient d'un abattement de 30% sur leur revenu locatif, alors que les revenus issus de la location d'un meublé de tourisme classé, qui peut là très bien être en Airbnb, bénéficient encore d'un abattement de 50%. Qu'est-ce qui peut légitimer ça? Rien, c'est un privilège injuste qui favorise la spéculation à vocation locative. Je ne peux admettre, je crois que nous ne pouvons admettre que des privilèges fiscaux et réglementaires bénéficient ainsi aux promoteurs immobiliers ou aux ménages multipropriétaires, parce que je rappelle quand même que 50% du parc locatif reste détenu par 3,5% des propriétaires. J'espère vraiment que nous pourrons remettre l'ouvrage sur le métier pour avancer sur ce sujet qui a été fort justement développé, avancé par nos collègues rapporteurs Anna Higlemer et Iñaki Etxaniz, que je remercie encore pour leur travail et leur esprit constructif. Je remercie évidemment aussi tous les collègues députés, les collègues sénateurs qui ont fait avancer cette proposition de loi, fruit, il faut le dire, d'un travail transpartisan et constructif. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Fouvet. Pour la discussion générale, je passe la parole à Monsieur Joly pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Eh bien, encore une fois de plus, la gauche s'attaque aux petits propriétaires et aux familles qui n'ont pas les moyens de supporter une énième hausse fiscale. Cette proposition de loi, sous couvert de régulation meublée de tourisme, c'est une manœuvre pour imposer de nouvelles taxes et faire payer ceux qui cherchent le plus souvent à louer leur logement pour faire face aux charges qui explosent. Pour beaucoup de foyers, il n'y a pas d'autre option que de recourir à la location de courte durée pour absorber l'augmentation des coûts de la vie. Nous sommes donc ici en face d'une prétendue stratégie de régulation qui dissimule mal un objectif de ponction fiscale et qui vise encore toujours les mêmes. On parle ici d'une nouvelle fiscalité délirante et punitive. Passer d'un plafond du micro-BIC de 75 000 à 15 000 euros, abaisser l'abattement de 50 à 30%, c'est mettre le couteau sous la gorge à des foyers qui tirent un revenu d'appoint de la location de leurs biens immobiliers durement acquis ou hérités du travail de leurs parents. Ce revenu locatif, souvent hérité
d'un bien familial est loin d'être un luxe. La gauche réalise toujours l'amalgame entre le petit propriétaire et le grand investisseur immobilier et s'attaque sous ce prétexte au droit de propriété des particuliers, droit de propriété qui, je le rappelle, est un des fondements de la République. Alors à travers ce projet de loi, ce ne sont pas les détenteurs du grand capital qui sont visés, mais nos concitoyens ayant réussi à épargner et à se constituer un petit patrimoine. Alors résultat, on encourage les petits propriétaires, on les décourage plutôt, ceux qui louent un logement pour arrondir leur fin de mois, mais pas les grands investisseurs ou les plateformes internationales. Par cette proposition de loi, vous favorisez finalement les géants du secteur hôtelier au détriment de ceux qui veulent simplement tirer un revenu complémentaire de leurs biens immobiliers. Et cette inégalité de traitement, elle est scandaleuse. Elle laisse finalement une large place aux grands acteurs de location touristique, tout en matraquant les citoyens ordinaires. Et ce n'est pas tout, en imposant des contraintes de performance énergétique aux locations saisonnières, la gauche frappe encore ceux qui n'ont pas les moyens. Comment pensez-vous que les petits propriétaires vont pouvoir payer les travaux de rénovation énergétique ? Les élus qui soutiennent ces mesures ne connaissent visiblement pas la réalité de ceux qui doivent déjà débourser des fortunes pour maintenir leur logement en état. Les conséquences directes de cette loi, c'est la réduction de l'offre de logement. On durcit les règles et ensuite on va s'étonner que l'offre diminue, que les prix augmentent et que les ménages finalement ne trouvent plus de logement. Les effets sont pourtant simples à comprendre. En pénalisant les petits propriétaires, on diminue le nombre de logements disponibles et on pousse les loyers à la hausse. Les mêmes qui défendent ce projet de loi seront ensuite les premiers à s'indigner de l'inflation des prix de l'immobilier et du manque d'accessibilité au logement. Il est pourtant évident que cette législation va accentuer la crise du secteur locatif, crise qui frappera de plein fouet les classes populaires que la gauche prétend défendre. La vieille boutade est toujours d'actualité, la gauche aime tellement les pauvres qu'elle en fabrique. Cette proposition de loi accentue par ailleurs les réglementations qui s'imposent aux propriétaires. En effet, elle contraint les propriétaires souhaitant louer leurs biens à obtenir l'approbation des 2/3 du conseil syndical de leur copropriété. Pourtant, dans de nombreuses résidences, l'accueil d'une population de passage, souvent en vacances, rencontre souvent une opposition de principe, particulièrement lorsque la copropriété est composée d'habitants âgés. De même, dans les immeubles essentiellement composés de résidences principales, les occupants permanents manifestent une réticence notable face aux locations de courte durée. Et cette législation, sous couvert de régulation, entrave donc considérablement la liberté des propriétaires tout en accentuant les tensions au sein des copropriétés. Merci pour vos commentaires. Dans nos zones touristiques, et je le connais bien puisque je suis issu d'une zone de montagne et d'un département touristique, l'économie repose en grande partie sur le tourisme et donc sur ces locations de courte durée et la flexibilité qu'elles apportent. Vouloir brider cette activité en limitant les nuitées et en réduisant l'offre de logements, c'est mépriser les réalités économiques de nos territoires. C'est mettre en péril des emplois touristiques et des modèles économiques fonctionnels, dynamiques, exemplaires sur le plan environnemental. Le Rassemblement national soutient une régulation des abus liés à l'ubérisation de notre société en réduisant l'autorisation annuelle de location des biens de 60 nuitées de 60 nuitées au lieu de 120 actuellement, et cela sans toucher à la fiscalité pour ne pas pénaliser encore ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Nous refusons de voir la gauche étouffer encore une fois les petits propriétaires, les économies locales et surtout dans un contexte de hausse générale des prix. C'est pourquoi nous nous opposerons à ce rapport. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour Ensemble pour la République, monsieur David Amiel, 5 minutes. Merci, monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Bon, après les propos outranciers et quelque peu déconnectés de la réalité des territoires que nous avons entendus de la part du Rassemblement national, je voudrais au contraire, moi, saluer le travail transpartisan qui a été le vôtre, Anaïs Glemer et Monsieur Etchaniz, précisément parce que je crois que, à l'heure où nous avons le sentiment, en ce qui concerne la discussion budgétaire, parfois d'une impuissance généralisée, cette proposition de loi incarne un espoir. Elle démontre d'abord que quand il y a une urgence sociale et économique,
Et quand il y a un travail sérieux, approfondi sur plusieurs mois, en amont du vote, alors une entente large est possible entre les forces républicaines. L'entente est possible lorsque la régulation est utile et nécessaire. Ça a été rappelé par les interventions précédentes. Le développement des locations meublées de tourisme a offert de nouvelles possibilités de vacances à beaucoup de Français, des compléments de revenus à beaucoup de petits propriétaires. Mais son développement anarchique a été détourné. Ce qui était pensé comme un complément de revenus est parfois devenu un véritable business professionnel, enlevant des logements qui auraient pu loger des habitants, déstabilisant des quartiers et des villes entières, nuisant à la tranquillité du voisinage. Cette réalité, c'est celle du Finistère, c'est celle du Pays Basque, c'est celle de Paris, de beaucoup de grandes villes et de territoires touristiques. Et c'est pour ça que je voudrais quand même rappeler des principes simples. Il n'y a aucune raison de priver, évidemment, des petits propriétaires d'un complément de revenus. Il n'y a aucune raison de priver les Français de possibilités de voyage, de séjour, de tourisme. Mais il n'y a aucune justification à accepter que cette explosion de l'offre se fasse au détriment de logements de longue durée pour les habitants et pour les travailleurs. On avait un cadre qui s'était progressivement mis en place depuis d'ailleurs de longues années. Je pense aux mesures très utiles qui avaient été portées en son temps par Julien de Normandie et notre majorité pour renforcer les contrôles et les sanctions des plateformes. Mais il manquait encore beaucoup d'instruments et votre rapport, Anaïs Glemer, avait permis de l'étayer. Il fallait d'abord mieux prendre en compte la diversité des communes, puisqu'on ne peut évidemment pas avoir la même réponse dans une ville qui est soumise à une pression touristique énorme, avec des prix de l'immobilier qui explosent, des travailleurs qui ne peuvent plus se loger, et des territoires où ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi cette proposition de loi donne, et je crois que c'est très utile, de nouvelles souplesses au niveau local, que ce soit les compétences élargies pour réglementer l'implantation des locaux à usage touristique, que ce soit l'élargissement du régime de changement d'usage d'un local. Vous avez rappelé, Madame la Ministre, à quel point cet enjeu était essentiel, ou que ce soit évidemment la possibilité d'abaisser le nombre de jours maximal de location à 90 jours au lieu de 120. Et je crois que réguler davantage l'implantation des meubles touristiques par plus de souplesse locale, c'était notre premier terrain d'entente. Puis l'entente, elle est possible aussi lorsque la demande de justice est criante. Et je crois que c'était aussi un des grands enseignements de cette proposition de loi. Et évidemment que notre système, à la fois réglementaire, c'était la question de la réglementation énergétique, et fiscale, c'était la question des abattements, incite autant à la location touristique et aussi peu à la location de longue durée, c'était évidemment injuste et quelque peu absurde. Et c'est la raison pour laquelle votre proposition de loi, en accord d'ailleurs avec le Sénat suite à la commission mixte paritaire, permet de trouver une réponse à ces deux enjeux, à la fois sur le DPE et sur les abattements et la niche fiscale qui est corrigée. Voilà, en somme, je crois que l'examen de cette proposition de loi, elle démontre une chose essentielle, c'est que nous n'avons plutôt pas d'autre choix que nous entendre si nous voulons continuer à réformer au-delà du budget. Et nous avons des réformes très importantes à apporter en matière de logement. Ça a été rappelé d'ailleurs par les interventions précédentes. Évidemment que cette proposition de loi n'a pas vocation à régler la crise du logement. Elle a vocation à régler un problème ciblé, qui est la manière dont la prolifération anarchique des meublés de tourisme a contribué à alimenter cette crise. On aura beaucoup d'autres travaux évidemment à mener en la matière, et si on veut pouvoir aboutir, on a besoin de conserver cet esprit qui a été le vôtre, Anaïs Glemer et Iñaki Etxeaniz, de travail transpartisan, sérieux dans la durée, pour répondre aux urgences de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, avec le groupe Ensemble pour la République, on votera cette loi avec beaucoup d'enthousiasme et de résolution. Je vous remercie. La parole est à François Piquemal pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, vivre au pays, ou autrement dit, pouvoir vivre là où l'on a grandi, là où on a ses proches, sa famille, où l'on est actif dans son travail ou dans sa vie. Nous sommes beaucoup à le souhaiter. Comment expliquer dès lors que des millions de nos concitoyens ne le peuvent en raison des coûts du logement? Comment expliquer que l'on ne peut pas en Bretagne le faire quand on voit en dehors des saisons touristiques
des centaines, des milliers de maisons qui sont vides le long des littoraux? Comment expliquer que l'on ne le peut non plus dans des grandes villes comme Toulouse, car des multipropriétaires peu scrupuleux font la loi? Comment expliquer que ce sont des sociétés financières comme Airbnb qui imposent leurs lois à nos concitoyens au Pays basque? En posant ces questions, nous ne pouvons qu'approuver la proposition de loi présentée ce jour par nos collègues Iñaki Echeniz et Anaïg Lemeur qui vise à réguler le marché des locations touristiques, notamment en permettant aux communes de pouvoir instaurer un quota du nombre de meublés touristiques. Pourtant, peut-être faudra-t-il aller encore plus loin à l'avenir si les soucis perdurent et nous inspirer de ce qui a été fait par d'autres en Europe. Je pense ici au travail mené par Ada Colau en tant que maire de Barcelone que j'ai pu aller observer lors d'un récent voyage d'études parlementaires. À son arrivée au pouvoir en 2015, la capitale de Catalogne comptait 900 000 utilisateurs de l'application Airbnb et la moitié des annonces étaient le fait de multipropriétaires. Cette situation était devenue intenable pour les habitants, aussi bien en matière de nuisances qu'en matière d'accès au logement. Ada Colau a alors lancé une vaste campagne de répression contre les annonces illégales d'appartements et a introduit les règles spécifiques à chaque quartier pour réglementer l'établissement de boutiques touristiques. En quelques années, Ada Colau a, en somme, remis un peu d'ordre dans le grand bordel du capitalisme. Remettre de l'ordre, en finir avec le laxisme, faire preuve de fermeté. Voilà une rhétorique que l'on entend souvent dans vos bouches, collègues du Rassemblement national. Pourtant, face à l'ensauvagement capitaliste du marché du logement, votre attitude aujourd'hui est à la soumission et à la lâcheté, vous qui vous apprêtez à voter contre cette loi. Visiblement, le lobby Airbnb a bien fait son travail chez vous. Vous vous affirmez encore comme le parti des multipropriétaires qui spéculent sur le dos de millions de Françaises et Français. Cela, alors que s'est ouvert cette semaine le procès des effondrements survenus en 2018 dans le quartier Noailles à Marseille, que l'on a évité de peu un drame similaire en mars dernier à Toulouse et que l'habitat dégradé est aussi le fait de multipropriétaires souvent plus pressés de mettre leur logement en location courte durée sur Airbnb pour faire du profit que de s'assurer du bien-être et de la sécurité des habitants de l'immeuble où ils louent. Vous êtes le parti de l'insécurité du logement. En cela, comment ne pas se satisfaire de l'obligation désormais d'informer le syndic si l'on veut mettre un logement à Airbnb prévu dans cette proposition de loi? Mieux réguler les meublés touristiques permet à la puissance publique de retrouver la main sur l'organisation urbaine. Condition essentielle pour prévenir la spéculation, mais aussi l'impact des catastrophes naturelles sur les constructions. Je voudrais d'ailleurs ici avoir une pensée pour les victimes espagnoles des récentes inondations. Celles-ci ne tombent pas du ciel. Elles sont un des symptômes de l'accélération du dérèglement climatique et leurs dégâts sont accentués par le déni face à ce dernier et le manque de planification urbaine. Et là encore, collègues du RN, vos amis de Vox en Espagne ont une grande responsabilité dans le drame actuel. C'est eux, avec la droite de la région de Valence, qui gouvernent. Or, qu'ont-ils fait ces derniers mois? Ils ont voté l'année dernière contre une proposition de loi pour prévenir les inondations causées par le changement climatique en Méditerranée. Ils ont supprimé une unité d'urgence créée 8 mois plus tôt qui visait à accélérer le temps de réponse en cas de catastrophe. Ils ont également supprimé l'Agence du changement climatique. Dans votre programme des dernières législatives avec M. Bardella, vos seules mesures en matière de logement étaient de supprimer les interdictions de location de passoires thermiques, bravo, et réduire les obligations de ne pas imperméabiliser les sols. Alors que précisément à Valence, c'est l'imperméabilisation des sols qui a partie liée avec la catastrophe. Avec vous, c'est l'insécurité du logement et l'enfer climatique garanti. Nos villes, nos logements deviennent des paillassons où votre entreprise américaine préférée essuie les pieds sales de son évasion fiscale. Vous êtes le parti qui accepte que les habitants dans des zones touristiques ne puissent vivre au pays subissant la loi d'Airbnb. Nous leur disons qu'ils ont le droit de vivre au pays et que ce n'est pas une société financière américaine de dicter sa loi au peuple de France. En conséquence, la France insoumise, consciente de la nécessité de permettre à ceux vivant dans les zones touristiques de se loger dignement, votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, M. Piquemal. La parole est à M. Laurent Lardy pour le groupe socialiste et apparenté.
Ok. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, je voudrais commencer mon propos en rappelant que le logement est un droit fondamental. Se loger, c'est être protégé, c'est assurer la plus élémentaire des conditions d'existence, de sécurité et d'émancipation de nos concitoyens. Aujourd'hui, en France, il y a encore et toujours 4 millions de mal logés. Et je crois que par-delà nos convictions, presque partout sur ces bancs, assurer la sécurité d'un logement pour chacun doit être l'une des toutes premières préoccupations de la représentation nationale. Je veux ici, à mon tour, saluer le travail de nos rapporteurs, Iñaki Echeniz et Anaïg Lemeur, qui ont toujours travaillé en parfaite intelligence. Ils ont fait la démonstration qu'un travail parlementaire assis sur un dialogue réel et une volonté de compromis sincère donne toute sa puissance à la défense de l'intérêt général. Je suis élu de Marseille et dans mes fonctions d'adjoint au maire, j'ai pu mesurer à quel point le développement sans limite des meublés de tourisme, à l'époque soutenu par une municipalité totalement permissive sur ce sujet, mettait en danger l'équilibre de certains quartiers, leur vie économique et leur cohésion sociale. À quel point aussi ce développement exponentiel est devenu en quelques années un facteur d'exclusion en provoquant l'envolée des prix de l'immobilier, la baisse de fréquentation de certains commerces, la dévitalisation de quartiers entiers en chassant ses propres habitants, souvent jeunes ou personnes âgées, qui ne trouvent plus à se loger dans le quartier où ils ont pourtant toujours vécu. Avec le maire, Benoît Payan, nous avons pris de nombreuses mesures pour réguler et limiter l'impact des plateformes comme Airbnb. Nous sommes aujourd'hui allés au bout des possibilités qu'offrait la loi pour faire face à une dynamique d'autant plus prédatrice qu'elle transforme aussi souvent un logement en un simple produit financier, ce qui ouvre la voie ensuite, nous le savons tous, à toutes les formes de fraude. Avec le vote de cette proposition de loi, les élus locaux vont disposer de boîtes à outils réglementaires puissantes, sans condition de zonage, tenant pleinement compte de la diversité des situations. En donnant la main au maire, elle va permettre de mettre en œuvre la régulation la mieux adaptée. Cette proposition de loi, elle met aussi à disposition des outils de régulation efficaces, notamment avec des mécanismes de quotas ou de zones réservées aux seules résidences principales. Elle généralise aussi l'enregistrement des meublés de tourisme pour une meilleure connaissance du parc et oui, un meilleur contrôle. Elle prévoit également une réduction sensible de l'avantage fiscal dont bénéficient les meublés de tourisme par rapport à la location nue. Seul regret profond et partagé au sein de notre groupe, que le Sénat se soit arc-bouté pour maintenir un abattement de 50% pour les meublés de tourisme classés. À ce sujet, nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour que les critères de classement soient suffisamment stricts et exigeants pour justifier d'un tel écart d'avantage fiscal. Enfin, nous espérons que, mais ça a déjà été évoqué, notamment par Iñaki Echeniz tout à l'heure, que dans le projet de loi de finances en cours d'examen, des avancées pourront être actées sur l'amortissement et le régime réel afin que l'ensemble des enjeux liés à la fiscalité soient enfin traités au bénéfice du logement de longue durée. Cette proposition de loi, des centaines de maires, de Paris à Biarritz, de Annecy à Saint-Malo, l'attendent avec impatience. À Marseille, je peux vous dire que nous sommes prêts à délibérer dès la promulgation de la loi pour appliquer la réglementation la plus stricte en France en la matière, à la mesure, en tout cas, du fléau que nous sommes en train de combattre. Et nous comptons donc sur vous aussi, Madame la Ministre, pour résister aux lobbies qui sont déjà à l'œuvre pour ralentir les décrets d'application. Il faut qu'ils soient pris rapidement, car les maires ont besoin de disposer au plus vite de ces nouveaux moyens d'agir. Il n'y a aucune raison d'attendre. Mes chers collègues, le groupe socialiste et apparenté votera donc cette proposition de loi avec enthousiasme, conscient qu'elle apporte une nouvelle pierre contributive à plus de justice dans les conditions d'existence de millions de nos concitoyens, mais aussi consciente qu'il nous faudra sans doute encore aller plus loin dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci.
M. Bardy. Pour la droite républicaine, Vincent Rolland. 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Dans cette Assemblée nationale remaniée, où certains n'imaginaient que des blocages, il est des sujets sur lesquels des compromis sont possibles entre deux discussions budgétaires. La question des outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale en est une. Ce texte révisé, issu du travail avec nos collègues sénateurs en commission mixte paritaire, entend lutter contre la pénurie de logements à l'année dans certaines zones touristiques. Certes, il s'agit d'une réponse partielle au regard des difficultés colossales que rencontre le secteur du logement, mais il est cependant de notre responsabilité de saisir chaque opportunité pour remédier à cette situation. Concrètement, ce texte renforce la boîte à outils des maires pour réguler les meublés de tourisme. Il consacre l'échelle locale comme étant l'échelon le plus pertinent pour appliquer ou non des dispositions spécifiques sur le logement. Les grandes mesures générales butent toujours sur la réalité de nos territoires spécifiques. L'élu de montagne que je suis peut vous le certifier, comme pourrait le certifier aussi ma collègue savoyarde Émilie Bonivard. Cette boîte à outils à disposition des maires va permettre d'instaurer des quotas ou encore permettre aux communes de mieux contrôler la qualité de résidence principale pour limiter les fraudes via une procédure d'enregistrement des meublés et l'exigence de preuves seront généralisées. Mais surtout, de créer des zones où les constructions nouvelles seront réservées durablement à l'usage des résidences principales si la commune est située en zone tendue ou si elle possède plus de 20% de son parc en résidence secondaire. Une proposition que j'avais d'ailleurs formulée dans un rapport sur le logement avec notre collègue Anaïg Lemeur. C'est une demande majeure pour nos concitoyens qui n'arrivent plus à se loger sur leur lieu de travail car l'explosion des prix de l'immobilier et du foncier les en empêche. C'était pour moi là un point fondamental. Concernant les plateformes, les maires auront la possibilité au 1er janvier 2025 d'abaisser le nombre maximal de jours de location des résidences principales dans la limite de 90 jours contre 120 actuellement. Ce texte apporte aussi du pragmatisme, que ce soit sur l'adaptation des règles de copropriété, chères à notre collègue Jean-Luc Bourgeot, en passant d'un vote à l'unanimité à une majorité des 2/3 pour interdire la location de meublés, ou encore sur les DPE. En effet, pour les nouveaux meublés de tourisme en zone tendue soumis à une autorisation de changement d'usage, ils devront respecter la même règle que pour les autres meublés ou autres locations à nu. Sur les locations existantes, je me réjouis qu'une solution plus acceptable ait pu être trouvée. 10 ans seront laissés pour obtenir l'étiquette D, loin des 5 ans votés en mai dernier. Toutefois, sur les DPE, il existe encore trop de divergences entre les résultats de différents prestataires pour que nous ne cherchions pas à faire évoluer les méthodes d'évaluation. Enfin, sur le volet fiscal, c'était pour nous un sujet épineux dans cette proposition. J'évoquais dans mon propos liminaire que ce texte était un texte de compromis. Je suis convaincu que ce ne sera pas par la fiscalité que l'on rééquilibrera réellement le marché. Il faut surtout arrêter de changer sans cesse les règles fiscales en cours de partie. Cela décourage et met à mal les petits investisseurs. Il était alors impossible de suivre la version initiale
qui réduisait drastiquement le taux d'abattement des meublés de tourisme classés et les plafonds annuels. Notre groupe a pour cela pesé pour obtenir un texte beaucoup plus équilibré où leur taux d'abattement a été modérément révisé, passant de 71 à 50% avec un plafond ajusté. Nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir pu éviter un rabotage qui aurait été dévastateur pour nos territoires. En cela, notre groupe votera pour cette PPL et je remercie les deux rapporteurs, Inaki Etchaniz et Anaïg Lemer, de leur travail au long cours. Je vous remercie, Monsieur Roland. Monsieur David Girard, pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. L'explosion du nombre des Airbnb et autres meublés de tourisme a des conséquences directes sur la vie des gens, sur leur capacité à se loger, à se projeter, à être en sécurité. Dans les grandes métropoles ou les zones touristiques, les offres de logements à l'année diminuent. Les prix s'envolent. Les classes moyennes et populaires sont chassées des centres-villes. Les couples qui se séparent sont parfois contraints à vivre ensemble, faute de logement. Aujourd'hui, 1 Français sur 10 connaît des difficultés durables pour accéder à un logement. Cette crise du logement est une crise du quotidien. Dans ma circonscription, comme ailleurs, des parents craignent que leurs enfants ne puissent pas se loger là où ils sont nés, faute de logements à prix abordables. Les locations Airbnb ont bondi de 19% en un an, alors que 7 800 ménages attendent un logement social sur l'agglomération de Lorient. Des étudiants dorment à la rue. Sur l'île de Groix, l'omniprésence des Airbnb porte atteinte aux ateliers, fragilise les commerces, rompt le dynamisme du tissu local. Laisser courir un modèle comme Airbnb, c'est alimenter le ressentiment et le sentiment de déclassement. Plus d'Airbnb, c'est plus d'insécurité pour les classes populaires et les classes moyennes, c'est moins de mixité et de vie de quartier. Cette situation, ces exemples, chers collègues, vous les connaissez. Vous les retrouvez toutes et tous sur vos territoires. C'est pourquoi cette proposition de loi est bienvenue et poursuit le combat de ma collègue Danielle Simonet, que je remplace ici aujourd'hui, et que je remercie pour son engagement et ce travail sur le sujet. Ce texte est vertueux car il s'attaque de façon ciblée aux multipropriétaires locatifs. Il dote les pouvoirs publics de moyens réels de contrôle en exigeant notamment que les propriétaires mettant en location leurs biens fournissent leur dernier avis d'imposition. C'est un progrès dans la lutte contre la fraude et l'inscription en toutes lettres de cette mesure dans le texte doit engager le gouvernement à le reprendre dans le décret d'application. Les pouvoirs supplémentaires confiés aux maires répondent à une attente forte. Bien que nous aurions préféré une limite fixée à 60 jours, la réduction à 90 jours du maximum de location d'un meublé de tourisme sur un territoire communal constitue un outil nécessaire pour réguler l'activité d'Airbnb dans les zones en tension. Par ailleurs, la possibilité pour les maires de restreindre le nombre de locations de meublés ou de réserver certaines zones au logement d'habitation principal ouvre une marge de manœuvre pertinente. Les dispositions relatives à la copropriété permettent également de préserver la tranquillité des voisinages et d'impliquer les résidents dans la gestion de leur cadre de vie. Évidemment, cette loi ne peut ni ne prétend résoudre à elle seule la crise du logement dans son intégralité. Elle ne traite pas de la question de la multirésidence secondaire, ni de la fragilisation du modèle économique du logement social mis à mal par les politiques macronistes. Je pense notamment à la réduction du loyer de solidarité, le RLS, qui a permis la ponction de 1,3 milliard d'euros par an depuis 2018 dans les caisses des offices de logements sociaux, ou à l'augmentation de la TVA sur la production de logements sociaux. Ces décisions ont des impacts majeurs sur la construction de logements sociaux aujourd'hui, au plus bas dans notre pays.
il nous faudra travailler à renforcer et soutenir les bailleurs sociaux au plus vite. Pour revenir au texte sur lequel nous allons voter, c'est un instrument concret donnant à l'État et aux maires les moyens d'agir face à l'explosion des meublés de tourisme. C'est pourquoi le groupe écologiste et social votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Girard. C'est au tour de Monsieur Olivier Falorni pour le groupe démocrate. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, l'accord trouvé en commission mixte paritaire va permettre des avancées utiles et importantes pour lutter contre la crise du logement dans de nombreux territoires, de la Bretagne au sud-ouest, du littoral à la montagne, avec de nouveaux outils dont nous nous dotons pour lutter contre la prolifération incontrôlée des locations type Airbnb dans ces zones tendues. Je souhaite remercier les deux rapporteurs pour l'important travail qu'ils ont mené. Nous devons continuer d'œuvrer collectivement pour garantir des logements de qualité et abordables. Il s'agit, comme vous le savez, d'une préoccupation constante de notre groupe. Comme de trop nombreux territoires touristiques, ma circonscription de La Rochelle et de l'île de Ré a souffert de l'explosion du nombre de meublés de tourisme. Par exemple, La Rochelle a connu une augmentation de plus de 200% en 4 ans. Ces logements représentent désormais 12% du parc immobilier de la ville, obligeant les habitants à reculer toujours plus loin pour trouver des habitations abordables. Et disons-le, cette dynamique négative est aussi de nature à changer ce qui fait parfois les singularités d'une ville, c'est-à-dire son esprit et son visage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voyons partout à travers le monde que des villes prennent des décisions drastiques pour limiter, voire interdire les locations de tourisme meublé. C'est par exemple le cas à Barcelone ou à New York. Notre qualité de pays le plus visité du monde nous oblige également à agir. Alors sans prendre de décisions excessives, bien sûr, mais en se fixant pour objectif de mettre fin à certaines des aberrations qui favorisaient ce type de location courte durée alors que nous manquons inexorablement de logements sur le marché. Ainsi, la fin de cette fameuse niche fiscale Airbnb est une excellente nouvelle. L'alignement des exonérations pour les meublés touristiques avec les locations longue durée permettra de mettre fin à l'appel d'air qu'avait créé cet avantage fiscal. Je sais, cher rapporteur, que vous auriez souhaité un régime moins avantageux pour les meublés de tourisme classés, mais il faut saluer l'immense avancée que nous actons ce jour et donner désormais de la stabilité à nos concitoyens sur le régime appliqué aux investissements locatifs. Si la fiscalité est une part importante des évolutions de ce texte, elle ne saurait résoudre à elle seule la problématique des locations saisonnières qui explosent. L'obligation de respecter un certain calendrier en matière de diagnostic de performance énergétique, notamment pour les nouvelles locations, vient combler un oubli de la loi dite climat et résilience et évitera ici aussi la fuite de certains logements vers un régime moins-disant sur le plan environnemental. Mais c'est surtout la boîte à outils mise à disposition des élus locaux, des communes, pour limiter les changements d'usage qui permettra d'apporter de véritables réponses et de sécuriser juridiquement les décisions prises par de nombreuses villes pour limiter ces locations. Aussi, la création d'un quota d'autorisation temporaire de changement d'usage, permettant aux communes de limiter le nombre d'autorisations de changement d'usage temporaire pour les locations de courte durée, redonne aux mairies un pouvoir souple et équilibré, leur permettant d'agir sur une prolifération jusqu'ici incontrôlée. Chers collègues, mon groupe appelait dans une proposition de résolution en début d'année à rebâtir une politique du logement cohérente et efficace. Nous devons mener un travail de fond global pour réussir à relancer la construction, pour mieux mobiliser les logements vacants, pour fluidifier le marché locatif dans le parc privé comme dans le parc social, pour soutenir les rénovations ou encore faciliter les transmissions.
Madame la ministre, alors que le logement est devenu le premier poste de dépense des Français, ce sont autant de chantiers sur lesquels nous devons continuer à travailler et sur lesquels vous pourrez nous trouver à vos côtés. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Démocrates soutiendra bien évidemment cette très bonne proposition de loi transpartisane, car je veux le dire ici, se loger ne doit pas être un luxe. C'est au contraire un droit fondamental qui doit être une réalité au quotidien, partout et pour tous. Je vous remercie. Merci. La parole est à Christophe Plassard, Horizon et Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, c'est un long processus qui aboutit aujourd'hui après un engagement collectif sans faille entre communiqués de presse, mobilisation législative, études en hémicycle interrompues, puis reprise, puis nouvelle interruption suite à la dissolution, avant la commission mixte paritaire récente, et enfin, après le vote de nos collègues parlementaires au Sénat, aujourd'hui, un point final à l'Assemblée nationale. Beaucoup de temps donc, un travail transpartisan d'Inaki et d'Anaïg, du basque et de la bretonne, de la gauche à la droite, preuve rafraîchissante que je suis fier de partager et de présenter tant les habitants de ma circonscription me rappellent à chaque contact, trop souvent ici, la piètre qualité de nos débats, le comportement des députés et notre incapacité à faire prévaloir sérieux, engagement et responsabilité dans un monde si complexe. Mais les Alpes avec Xavier, Paris avec Julien dans le précédent mandat, ou la Charente-Maritime avec ma participation au processus ont rappelé à quel point nous représentons ici nos territoires. Alors, de quoi s'agit-il et qu'avons-nous réussi à construire avec un tel collectif? D'une situation laissée dans son état législatif de 1974, devenue obsolète, d'un changement des besoins, de nouveaux acteurs disruptifs et opportunistes, de batailles judiciaires gagnées ou perdues à Saint-Malo, Oléron ou Biarritz. Cette loi qui régule les locations de courte durée vise à rééquilibrer le cadre fiscal, actualiser le cadre réglementaire et doter les maires d'une véritable boîte à outils. Cette loi, qui est globalement un progrès, ne réglera pas le manque de logement en France, mais elle contribuera à le faire, plus particulièrement en zone tendue. La crise du logement à laquelle nous sommes confrontés est plus ancienne et plus violente encore dans les zones tendues, et plus particulièrement dans les villes touristiques. Être une ville touristique, c'est pourtant une chance, et cela devient un calvaire pour les personnes qui y vivent à l'année. En effet, le nombre de résidences secondaires limite le foncier disponible, la prise de conscience de la nécessaire préservation de nos espaces naturels limite l'expansion, et les meublés de tourisme limitent le marché locatif longue durée, rendant impossible de se loger pour ceux qui travaillent ou vivent sur place. Cela concerne tant les communes balnéaires que les zones touristiques de montagne, pour lesquelles mon collègue Xavier Roseraine est aussi très engagé, je le salue. Dans cette proposition de loi, il n'est pas question d'empêcher ceux qui le souhaitent d'acquérir une résidence secondaire dans leur ville de cœur. Il n'est pas question d'interdire les locations de meublés touristiques, qui contribuent également à l'attraction de nos communes et à la vie économique locale. Cette proposition de loi vise à corriger des injustices, notamment fiscales, qui favorisent les locations meublées touristiques au détriment des locations longue durée, devenues trop rares dans des communes notamment soumises à la loi littorale, ou d'autres contraintes qui limitent la construction de nouveaux logements. À l'origine, les plateformes de meublés touristiques sont arrivées avec une promesse faite aux petits propriétaires. Mettez votre logement à la location quelques jours, quelques semaines, afin de vous aider à payer vos charges, vos travaux ou vos propres vacances. Mais servis par un avantage fiscal de 71% et un plafond de 188 000 €. Par l'échappatoire qu'elles offrent aux propriétaires de biens loués à l'année qui ne veulent pas ou ne peuvent pas isoler leurs biens, de les soustraire au marché annuel. Par la meilleure rentabilité de la location à la journée par rapport à la semaine, par la moindre exposition des propriétaires aux aléas de la location via un bail, ces plateformes ont cannibalisé le marché immobilier dans plusieurs communes où des immeubles entiers sont achetés par des investisseurs qui ne font que de la location courte durée en captant des logements autrefois loués à l'année. Comme le dirait mon collègue François Jolivet, la facturation d'un service a remplacé le contrat de bail. Après un long processus, et telle qu'elle a été retravaillée par nos collègues du Sénat en commission mixte paritaire, avec nos collègues du Sénat, cette proposition de loi, si elle ne vise pas à résoudre les problèmes liés à la crise immobilière, apportera déjà des avancées essentielles en permettant d'universaliser le numéro de déclaration ou d'enregistrement des meublés de tourisme et de renforcer les obligations de contrôle de la décence et de la sécurité de ces derniers,
d'interdire la location en tant que meublé de tourisme d'un local visé par un arrêté de péril, de soumettre toute nouvelle mise en location d'un meublé de tourisme aux mêmes conditions de performance énergétique que des locations longue durée, de doter les élus locaux de compétences élargies pour réglementer l'implantation des locaux à usage touristique en élargissant le régime du changement d'usage d'un local, de donner aux communes la possibilité sur délibération d'abaisser le nombre maximal de jours durant lesquels une personne peut offrir à la location un meublé de tourisme de 90 jours contre 120 jours aujourd'hui. Enfin, cette proposition de loi modifiera la fiscalité des meublés de tourisme afin de réduire l'avantage de louer en courte durée par rapport aux locations de longue durée en réduisant les abattements et les plafonds. Je salue le bonus aux biens classés pour encourager la qualité de notre offre touristique. Je regrette que l'abattement fiscal pour la location longue durée soit encore resté en deçà de la courte durée, qui eût été utile pour accompagner les propriétaires participant à rebâtir une offre de logement. L'objectif était clair, toujours permettre les locations touristiques de courte durée, accessibles via les plateformes, mais conserver ou remettre sur le marché des biens pour loger des habitants à l'année. L'objectif est en grande partie atteint et si le logement doit encore être porté tant il souffre en ce moment, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi transpartisane qui marque des progrès réels. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, chers rapporteurs, Anaïk et Iñaki, bravo d'abord pour votre ténacité, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur cette proposition de loi et que ce n'est pas, comme je disais, une alliance entre la Bretagne et le Pays Basque permet de contrer les houles et les vents défavorables. Alors, ça fait 12 ans que je suis député maintenant et je peux vous dire que le logement, c'est vraiment un problème sur ma circonscription. Avec les déserts médicaux, c'est vraiment 2 points noirs. Et depuis la crise Covid, je dois bien avouer que les questions de logement se sont encore aggravées. Alors, une des raisons, pas la seule, mais une des raisons, c'est évidemment la multiplication des résidences secondaires et des meublés de tourisme. Certaines zones touristiques sont soumises à une pression particulièrement forte. Et l'absence de logements disponibles, la hausse des prix également, fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne peuvent plus se loger là où ils travaillent. Alors ça veut dire, soit ils sont obligés de monter, par exemple, si je prends la côte sud de Bretagne, monter loin vers le nord avec des déplacements domicile-travail qui sont importants, soit, pire encore, je dirais, ils vivent dans leur voiture, parce que c'est ça la réalité. Il y en a qui dorment dans leur voiture. Et ça, c'est une réalité que visiblement certains ici ne veulent pas comprendre. Donc, et pour les gens qui ont des entreprises dans ces territoires-là, c'est la difficulté de trouver évidemment des employés. Parce que si vous ne leur donnez pas le logement en même temps, ils disent bah, « écoutez, vous êtes gentil, mais je ne vais pas travailler pour payer tout le mois pour payer mon logement. Ce n'est pas possible. » Donc les plateformes Airbnb, qui ont souvent été montrées du doigt, sont un peu responsables. Pourtant, en dépit de nombreuses alertes, les logements loués sur le court terme ont bénéficié d'un cadre légal plus favorable. C'est incompréhensible. Certains territoires, alors je dirais, quand on dit certains territoires, c'est toutes les côtes en France, plus les montagnes. Ça fait beaucoup, hein. Je dirais une majorité des territoires. Nous réclamons de longue date de nouveaux outils à la main des élus locaux. Pour ma part, j'ai milité pour ça dès 2022, dès le projet de loi rectificatif de juillet 2022. Et je n'ai pas été compris à ce moment-là, mais j'ai bien vu que dès le mois d'octobre, un certain nombre de collègues avaient effectivement réfléchi, avaient regardé leur territoire, et c'est comme ça qu'on fait aussi avancer les idées dans cet hémicycle, heureusement. Alors, nous saluons évidemment l'article 1er qui permettant de soumettre la location d'un meublé de touriste à une réalisation d'un DPE. Et nous sommes aussi satisfaits que la résidence principale puisse en être exclue. Parce que, évidemment, cette loi, elle n'a pas pour but de gêner les petits propriétaires qui ont une chambre ou 2 à louer. Mais elle a pour but d'éviter ce qui se passe dans un certain nombre de lieux, c'est-à-dire qu'on prenne tout un immeuble, qu'on le transforme en hébergement de courte durée, en chambre. Il n'y a même pas besoin de concierge, il suffit d'avoir une boîte avec des clés. Voilà la réalité de ce qui peut se faire, par exemple, à Saint-Malo,
Alors je dis ça parce que nous allons donner un certain nombre de clés aux maires pour pouvoir agir. Et donc, ce n'est pas un hasard si les 2 premiers maires, à ma connaissance, qui ont agi, c'est Etchegaray à Bayonne et c'est Gilles Lurton, n'est-ce pas, Jean-Luc, à Saint-Malo. Ce sont loin d'être 2 gauchistes, mais des gens qui, tout simplement, voulaient, et si je prends le centre de Saint-Malo, si on n'a pas des habitants à l'année dans le centre de Saint-Malo, ça veut dire que la ville ne vit plus. Ça veut dire qu'il y a juste des gens de passage et qu'il n'y a plus de vie sociale. C'est ça que ça veut dire. Alors, pour terminer, je dirais que nous soutiendrons évidemment cette loi, qu'elle est bienvenue. Avec les effets de seuil que nous avons mis, de plus, ça permettra d'éviter que les petits propriétaires soient touchés. Et donc, je peux dire que je ne comprends pas l'attitude du Rassemblement national sur cette affaire. Enfin, et je dirais que nous voterons, si je pouvais le voter dès demain, je le ferai, évidemment. Merci à tous, et je pense que ce sera une bonne unanimité dans cet hémicycle. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Peu, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, cher Anaïg et cher Inaki. Nous nous réjouissons de pouvoir procéder aujourd'hui, j'ai envie de dire enfin, à l'examen définitif de ce texte. L'enjeu est important. Il constitue en effet l'une des réponses, sinon à la crise du logement, qui suppose d'agir à une toute autre échelle. Nous en sommes tous ici convaincus. Mais il répond du moins à la raréfaction inquiétante de l'offre de logement dans le parc locatif privé. Dans de nombreuses villes, en effet, l'essor de l'hébergement touristique par des particuliers s'est mué en véritable business qui pénalise lourdement à la fois les habitants, les salariés, les étudiants, mais aussi, ça a été dit, le tissu économique local. Le nombre de ces hébergements a quasiment triplé depuis 2016 pour s'établir à plus de 800 000, avec pour corollaire un renchérissement des coûts du foncier, l'éviction des résidents permanents, les troubles de voisinage au sein des copropriétés, la disparition des commerces de proximité et la dévitalisation du tissu urbain. Tout ça, vous l'avouerez, fait un beau florilège de nuisances. Et si cette vogue très lucrative des meublés de tourisme laisser jusqu'ici les maires des communes et agglomérations concernées assez démunis, la présente proposition de loi vient enfin y remédier. Après des années d'âpres combats de la part des plateformes de certaines multinationales numériques ou de Airbnb qui a cru, en étant partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, se mettre à l'abri de la législation française. Enfin, avec ce texte, ce lobbying des plateformes cède le pas devant l'intérêt général. Le texte issu des 2 chambres porte des évolutions majeures. La généralisation tout d'abord du numéro de déclaration ou numéro d'enregistrement des meublés de tourisme à l'ensemble des territoires affectés, notamment par une attrition du logement. Cette mesure permettra aux communes concernées d'avoir une meilleure connaissance de leur parc de meublés et d'agir en conséquence. Sur les pièces justificatives exigées pour l'enregistrement des biens loués et permettant de justifier de leur qualité de résidence principale, nous regrettons néanmoins que le texte renvoie au décret alors que le Sénat avait préconisé plus simplement la production du dernier avis d'imposition. L'extension aux meublés de tourisme des obligations qui découlent de la décence énergétique pour la location traditionnelle est une autre avancée. Elle permettra d'éviter que les propriétaires de logements qui ne répondent pas aux critères énergétiques de décence s'exonèrent des obligations en les transformant en meublés de tourisme au détriment des personnes qui recherchent un logement. La possibilité donnée aux communes d'abaisser de 120 à 90 jours le nombre maximal de jours de location d'une résidence principale supprimée par le Sénat a été rétablie dans le texte final. Nous nous en réjouissons, même si nous portions la proposition d'abaisser ce seuil à 30 jours par an. Quant à la faculté offerte à toutes les communes qui le souhaitent de pouvoir mettre en place un régime d'autorisation préalable des changements d'usage des locaux, c'était là aussi une avancée attendue, de même que la faculté nouvelle offerte aux élus locaux de définir des zones où les constructions nouvelles soient
à usage exclusif de résidence principale. Le texte s'attaque enfin au régime fiscal des locations meublées touristiques, un régime outrageusement avantageux que nous dénonçons depuis des années. Alors, je sais que ce sujet a fait l'objet de débats difficiles avec le Sénat, et ce débat, d'ailleurs, difficile avec le Sénat, met en relief combien le régime fiscal des locations est en réalité le nerf de la guerre. C'est lui qui décide tant de propriétaires à louer leur logement meublé de tourisme au détriment de l'accès au logement classique. Nous retiendrons que le texte marque néanmoins une avancée, y compris sur le volet fiscal. Nous saluons donc, pour finir, ce texte. Il représente une importante avancée dans la régulation d'un phénomène qui participe de l'ubérisation de l'économie, vampirise la politique du logement au détriment des droits les plus élémentaires de nos concitoyens et pour la vie de nos territoires. Nous voterons donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous annonce que sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Alexandre Allègre-Pilot pour le groupe UDR. Désolé. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par l'administration administrante, des taux d'intérêt élevés, une fiscalité des plus lourdes et un taux croissant des normes. Toutes, non. Car un petit village peuplé d'irréductibles propriétaires résiste encore et toujours à l'envahisseur normatif et fiscal. Il possède des meublés de courte et moyenne durée qui ont la particularité de présenter un rendement attractif. Il y aurait quelque chose qui fonctionne en France sans surréglementation ni subventions arbitraires. Un modèle fondé sur la rentabilité locative plutôt que sur la spéculation, un système qui permettrait de réinvestir pour rénover, consolider, améliorer. Il faut donc immédiatement mettre un terme à cette folie. Et le Parlement va s'en charger. Où allons-nous si nous respectons le principe de prévisibilité des normes au bénéfice de familles qui ont investi les économies d'une vie dans un actif à la rentabilité lointaine? Où allons-nous encore si nous considérons les nombreuses analyses qui établissent la fréquence des fraudes en matière de DPE, son effet dissuasif sur les mises sur le marché locatif et le poids délétère de notre fiscalité? Déclaration, autorisation préalable, zonage communal, diagnostic de performance énergétique, limitation du nombre de jours de location, fiscalité à la hausse. Nous assistons au retour tant attendu de l'économie soviétique administrée. Peu importe, me direz-vous, les gouvernements successifs ont détricoté tout lien entre le monde réel et les finances communales. Comment alors favoriser les décisions créatrices de richesse puisque les communes n'y sont pas directement associées? Vous avez laminé toute incitation efficace au financement des logements. Tant pis, les pots cassés le seront pour un prochain président. Étendre davantage un DPE contraignant et pressé emporterait des conséquences déplorables sur un marché immobilier qui part de trop loin pour s'y conformer dans les temps impartis. Résultat, les transactions chutent depuis mi-2021 dans l'ancien. Quelle coïncidence! Et les prix leur emboîtent le pas. Les constructions, quant à elles, sont à l'arrêt. Vous le savez tous et alimentez pourtant la machine infernale qui est à l'œuvre. Les mêmes qui ont laminé notre parc nucléaire et notre indépendance énergétique nous expliquent aujourd'hui que les Français doivent payer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leur logement et offrir par là même une bonne conscience écologique et antilibérale à notre classe dirigeante épiméthéenne. Il faut décidément croire qu'en France, on ne change pas une méthode qui perd. Et quitte à s'aborder un secteur tout entier, autant ne pas faire de prisonniers. Tous les propriétaires doivent y passer.
Ce texte prétend annuler l'effet d'aubaine dont bénéficierait le meublé touristique en alignant son régime sur celui des résidences principales en matière d'exigence énergétique et sur celui des locations de longue durée en matière de fiscalité. Mes chers collègues, ce n'est pas en crevant le second pneu de la bicyclette qu'elle avancera plus vite. Pourtant, c'est ce que vous faites. Alors que le nombre de meublés de tourisme est de 800 000 pour un stock national de 38 millions de logements. Je vous invite, au contraire, à étendre le régime dont bénéficient les meublés de courte et moyenne durée en réduisant le poids normatif et fiscal disproportionné qui s'applique sur l'ensemble du secteur. Cela limiterait la paralysie du marché dans laquelle nous nous enfonçons inexorablement, avec un taux de vacances croissant, un délabrement inédit du parc de logements et l'absence de rencontre entre l'offre et la demande. Le tout dans un contexte où il nous faut rénover plus et construire plus. Ce n'est pas par la contrainte que nous y parviendrons, mais par la seule rentabilité. Les lois de la gravité économique sont implacables. Ce vocabulaire doit faire saigner les oreilles de certains d'entre vous, nostalgiques des régimes suradministrés et liberticides. Mais c'est la lecture de votre loi et de leur solde bancaire en fin de mois qui fera saigner les yeux et les poches de milliers de propriétaires endettés. Chers collègues, rassurez-vous, nul besoin d'être tombé dans la marmite libérale étant petit pour apprécier les vertus du jeu raisonnable des acteurs économiques. Allons-y donc à la serpe et votons contre ce texte. Pour une fois, inspirons-nous du mouvement d'émancipation des corps et des âmes. En matière d'appartement, mon bien, mon choix. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est close. Madame la ministre, vous souhaitez intervenir? Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Je reprends la parole pour remercier l'ensemble des orateurs et l'ensemble des groupes qui ont soutenu depuis 2 ans ce texte, que ce soit le Bloc commun, les Républicains, le nouveau Front populaire. Seule exception, l'extrême droite qui n'a toujours pas compris le sens de ce texte et qui tient des propos caricaturaux. Je leur rappelle que les meublés de tourisme ont engendré une explosion du prix des loyers, près de 20% d'augmentation du prix des loyers du fait de la spéculation immobilière, et que nous défendons aussi les petits propriétaires. Vous savez, Monsieur Falcon, ceux qui ont mis toutes leurs économies pour acheter leur propre résidence principale et qui aujourd'hui subissent les nuisances de leur voisinage avec les roulettes, avec les fêtes, avec tout ce qui se passe dans les Airbnb. On défend aussi les communes, vous savez, tous ces maires, tous ces adjoints aux maires qui se battent pour faire vivre leur territoire, ceux à qui vous faites aujourd'hui un doigt d'honneur en leur disant les mesures que vous réclamez depuis des années, nous n'en voulons pas. Vous êtes une honte pour les territoires et pour les collectivités. On défend aussi, ne vous en déplaise, on défend le commerce de proximité. Vous savez, ces bouchers, ces boulangers, ces artisans qui vivent parce qu'il y a des habitants à l'année. Vous, peut-être que vous voulez juste des vendeurs de savon et de souvenirs. C'est bien dommage. Nous défendons aussi la réindustrialisation de notre pays. Parce que si on veut que les entreprises recrutent, développent, il faut bien qu'il y ait aussi de quoi loger les ouvriers et les salariés. Et puis surtout, pendant que vous défendez le capital, nous défendons les services publics qui ont besoin d'habitants permanents pour venir dans les écoles, pour venir travailler à l'hôpital. Et Monsieur Joly, ainsi que le député de l'UDR, je vous invite à venir à Bayonne, voir les infirmières qui n'arrivent pas à se loger sur leur territoire, qui sont obligées de faire 2 heures de route parce qu'il y a de la spéculation partout sur les territoires. Donc soyez un petit peu sérieux, arrêtez la caricature et votons ensemble pour les territoires, pour l'habitat permanent et pour un logement digne et durable. Merci. Merci. Madame la ministre, vous souhaitez dire un mot? Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, juste 2 mots. Comme Monsieur Echaniz, il était difficile pour moi de ne pas faire 2 choses. D'abord, saluer le sens de l'intérêt général et de l'intérêt de nos concitoyens porté par l'ensemble des parlementaires, ou quasiment l'ensemble des parlementaires, en tout cas une grande partie des groupes de cet hémicycle, concernant un sujet essentiel en matière de logement et une brique centrale.
Franchement, monsieur le député, moi je respecte tous les groupes politiques, toutes les positions, mais quand même, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et je sais que vous n'avez pas l'habitude de la mesure, j'ai cru comprendre. Mais quand même, monsieur, vous défendez au quotidien, vous dites défendre les salariés, les ménages modestes, les classes moyennes. Mais qu'est-ce que c'est cette mesure si ce n'est faire en sorte que des gens modestes qui veulent travailler, habiter là, auprès de leur lieu de travail, dans des zones touristiques où il n'y a plus moyen d'accéder à un logement de longue durée. Que faites-vous en vous battant contre cette initiative? Vous desservez les gens qui travaillent pour gagner peu et qui ne peuvent plus se loger peut-être là où ils ont toujours vécu, là où ils ont grandi, monsieur. Soyez cohérents dans vos messages. Très honnêtement, réfléchissez à ce que vous venez de dire. Madame la présidente Trouvé, brièvement, si c'est possible. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier particulièrement et à nouveau les deux rapporteurs, Iñaki Etchaniz et Anaïg Lemeur. Remercier aussi tout le travail qui a été fait en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur ce texte. Juste une chose, dire que ce texte n'est évidemment pas contre les petits propriétaires, bien au contraire, parce que le premier problème des petits propriétaires et de l'accession à la propriété, c'est bien sûr les prix immobiliers trop élevés. Et justement, Airbnb et les promoteurs immobiliers viennent injustement renforcer, alimenter ces prix immobiliers. Et justement, cette proposition de loi s'y attaque. Et finalement, s'il y a bien les seuls intérêts auxquels s'attaque cette proposition de loi, c'est bien celle d'Airbnb et des grands promoteurs immobiliers. Donc bravo encore au travail qui vient d'être réalisé de manière transpartisane. Merci. Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113 alinéa 3 du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement dont je suis saisi. L'amendement numéro 1, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, très rapidement, il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à apporter une correction légistique au texte adopté en CMP. Merci, Madame. Monsieur le rapporteur, favorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire modifiée par l'amendement qui vient d'être adopté par scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 222, exprimé 222, majorité 112, pour 168, contre 54. L'Assemblée nationale a adopté. Les rapporteurs veulent encore parler. Un petit mot, Madame la rapporteure, brièvement. Chers collègues, je voulais tous vous remercier pour ce vote qui était tant attendu. Un travail immense a été effectué, que ce soit avec les élus, avec les citoyens, avec vous tous qui avez participé à la réussite de ce texte. Les avancées nous pourront peut-être permettre de changer un peu nos villes, de permettre que chacun puisse vivre là où il a envie, permettre le recrutement pour nos entreprises qui ont vraiment des difficultés actuellement. Une entreprise sur deux considère que le logement est un frein au recrutement, que les citoyens, en fait, cherchent des logements à plus de 60 km de leur lieu de travail. Donc je suis vraiment émue, fière de vous. Je voulais aussi remercier l'ensemble des collaborateurs, que ce soit au sein des ministères, mais aussi au sein des commissions. Merci Romane. Merci aussi aux collaborateurs de groupe, Olivier et aussi Clémence. Merci à mes collaborateurs en circonscription, Vanessa, Marion, William, François-Régis qui est là et aussi Alexandre. J'arrête là parce que c'est un grand merci à tous. Merci. Merci. Sans transition, j'invite celles et ceux qui souhaitent quitter l'Assemblée de le faire dans le calme.